une des places les plus populaires de... Comme un peu aussi à la place de la Nation. Ça c'est la rue de Rome, c'est une principale artère qui mène jusqu'au Vieux-Port. Donc c'est aussi dans cette place Castellane qu'habite Dame d'Assol, une astrologue renommée de Marseille que je vais rencontrer le lendemain. Donc bonjour Dame d'Assol. Bonjour. Alors vous avez un nom prédestiné ou c'est vous qui avez choisi ce nom? Ah, écoutez, j'ai un nom encore plus vraiment, j'ai un nom, mon vrai nom, que c'est pas et mon vrai nom. Oui. D'Assol, c'est la contraction de mon prénom, je m'appelle Daniel, et de mon nom. Et je vais vous donner mon vrai nom. Si vous voulez, hein, je peux être discret. Oui, bon, bah, de toute façon, je suis très fière de mon vrai nom, et puis j'y peux rien, c'est comme ça, je suis née avec. Je m'appelle Soleillac. Soleillac. C'est vrai, c'est vrai, je m'appelle Soleillac. Voilà. Et ça s'écrit comme soleil. Donc vous étiez quand même avec HAC à la fin. Oui, bon, c'est un nom de j'ai pas gardé Gascon. mon nom. Non, c'est un nom du centre de la France. Oui, c'est ça. Enfin, voilà, oui, c'est ça. Comme Aurillac un peu. Voilà, le centre de la France, mes lointains ancêtres. Mais près de Gergovie. Eh bien, remonte, enfin, était dans le centre de la France, en Auvergne. Voilà. Voilà. Très bien. Mais je pense pas qu'ils étaient astrologues. Pas du tout. C'était peut-être druide, qui sait. Oui. D'accord. Donc, je dois reconnaître que jusqu'à présent, j'avais un petit peu ignoré votre existence, puisque j'ai publié plusieurs guides sans vous mentionner, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer depuis en 30-40 ans d'activité, je n'ai pas pu vous rencontrer. Je ne suis pas médiatique du tout. Ouais. Voilà, je fais mon petit train-train et je ne suis pas tournée vers les médias. Et là, bon, en ce moment, je suis un peu sollicitée par les médias, j'accepte, mais c'est pas mon truc. Oui, mais d'un autre côté, vous n'êtes pas non plus en contact spécialement avec ce qu'on appelle le milieu astrologique ou les associations astrologiques. Non. Parce que moi, c'est plutôt ça. Moi, je ne suis pas tellement un homme... Enfin, maintenant, je m'occupe des médias, mais je suis surtout quelqu'un qui est très actif dans la vie astrologique. Oui. Non, voilà. Je suis passionnée par l'astrologie, sinon je ne serais pas astrologue, parce que j'aurais pu faire toute autre chose. Et j'ai pris cette direction qui m'épanouit totalement. D'accord. C'était mon chemin de vie. Et donc votre chemin de vie, c'est de faire connaître l'astrologie autour de vous? Oui, ça a été de l'approfondir et de la faire connaître autour de moi. Voilà, tout à fait. Alors quand vous dites approfondir, est-ce que ça veut dire que vous êtes arrivé à une astrologie un petit peu différente, J'ai pas cette prétention. Non, j'ai pas cette prétention. Pas du tout. Je suis une astrologue traditionnelle et je suis humaniste en même temps. Voilà. Donc c'est-à-dire que j'ai suivi le courant traditionnaliste et j'ai intégré le courant humaniste et je fais un mélange des deux comme beaucoup d'astrologues aujourd'hui. Donc le courant humaniste, quand vous dites le courant humaniste, est-ce que c'est le courant de ce qu'on appelle l'astrologie humaniste? Oui, tout à fait, et c'est Dan Hérudiard à la tête, enfin, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui est le pape. Oui, et votre prénom renvoie un petit peu à Hérudiard. Ça, on me l'a déjà dit il y a quelques jours. Oui, mais c'est pas pour cela. Non, mais peut-être que... Lui aussi s'appelait Daniel. Voilà, je m'appelle Daniel, c'est mon vrai prénom. Parce que son vrai nom n'était pas Daniel. Il s'appelle Daniel, oui. Et donc, quand j'ai choisi mon nom d'astrologue,
Daniel Dassol, je trouvais que ça ne sonnait pas bien. Et je me suis dit, alors Dany, je supporte pas qu'on m'appelle Dany, depuis que quand j'étais petite, je piquais des colères terribles quand certaines personnes de ma famille m'appelaient Dany, donc c'était exclu. Et bien là, je me suis dit Dan, alors que je ne suis pas vraiment très américaine, mais je me suis dit Dan. Oui, il y a un petit lien avec Dan Pérulière, mais on s'appelle Daniel que tous les deux. Mais quand on entend Dan Dassol, on ne sait pas si on va avoir affaire à un homme ou à une femme. Oui, tout à fait, oui, alors. Oui, mais quand on m'entend au téléphone, on se rend compte tout de suite que je suis une dame. Oui, oui, bien sûr. Et moi, homme ou femme, c'est pas important pour moi. Voilà, oui, mais on ne sait pas du tout si c'est un homme ou une femme. Voilà, c'est ça. Donc, d'ailleurs, le prénom Daniel est lui-même, effectivement, un prénom mixte. Ouais. Et, donc, vous appartenez, donc vous avez quand même une bibliothèque, hein, vous avez pas mal d'ouvrages, donc vous êtes en contact, en tout cas, au niveau par l'écriture, vous êtes en contact avec ce qui se passe. Peut-être pas avec les gens en chair et en os, mais en tout cas avec les livres. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous faites partie de la Fédération des astrologues francophones? Non, je ne crois pas. Je crois que je vous ai trouvé dans les pages jaunes. Je fais partie du CEDRA. Voilà. Ah, du CEDRA. Voilà. Ah, très bien. Et alors vous êtes très longtemps, je vais même vous dire quelque chose, à quel point je suis peu médiatique, alors ça fait des années que je suis membre du CEDRA. Ça fait 20 ans qu'il existe. Et souvenez que depuis là, ces derniers mois, depuis un trimestre, que j'annonce les stages que je fais, les cours que je donne. Sur le site du CEDRA. Oui, alors que je le faisais pas. Oui, c'est vrai qu'il y a tout un site qui le permet. Voilà. Et vous allez parfois sur la clé, ce qu'on appelle la clé. Non. Vous la recevez? Oui. Mais je me sers du CEDRA, voilà. Comme je donne des cours, j'ai toujours enseigné dans ma vie. Et avant même d'enseigner l'astrologie, j'enseignais. Donc je donne des cours et comme pour mes travaux pratiques en cours, j'ai toujours besoin, enfin on travaille sur des personnalités, et j'ai besoin de connaître les coordonnées de naissance de ces personnalités. Ah ben voilà. Et le CEDRA, c'est un outil très pratique pour moi en ce sens. Je le consulte souvent pour savoir, pour connaître les coordonnées de naissance d'un tel ou d'un tel. Oui, donc vous êtes obligé, du fait de votre besoin de date de naissance, de faire appel quand même à la communauté. Voilà, et vous avez déjà écrit dans la presse, à un moment donné de votre carrière, je ne sais pas d'ailleurs depuis combien de temps cette carrière se situe. Écoutez, depuis fort longtemps, je suis astrologue professionnelle depuis fort et longtemps. Je sais plus, il doit y avoir dans les 35 ans. Oui. Voilà. 75. Voilà. 73. Dans les 32, 33 oui. ans. Les années 70. Voilà. Et j'ai écrit quelques petits articles, mais là actuellement... là, je vois que vous avez des plaquettes, vous avez des CD. Mais là, c'est les supports... oui, c'est pour votre enseignement. De mon enseignement. Vous voyez, hier, on a fait un stage sur Pluton en Capricorne. Oui. Voilà. Alors justement, je voudrais un peu entrer davantage dans votre façon de pratiquer l'astrologie. Alors, vous donnez aussi des consultations. Donc vous écrivez, vous enseignez, vous donnez des consultations, vous faites des prévisions, je ne sais pas. Bien sûr, alors voilà. Écoutez, j'ai deux thèmes principaux. Le thème est natal. Moi, la façon dont je le pratique, c'est quand même un thème très complet. Comment vous l'appelez, le thème? Le thème natal. Natal, oui. C'est un thème très... Dans une intro, je parle de la personnalité de la personne. Ensuite, je le divise en 3 grandes parties. La vie affective et familiale.
puis la vie professionnelle et financière et la santé. Je vois ces trois parties dans l'existence du sujet en général, passé, présent, futur, tout ce que l'intéressé peut attendre dans son existence de ces trois grands secteurs qui sont les trois grands secteurs clés de toute existence. Et dans une conclusion, je donne l'évolution sur les 2 prochaines années. Voilà, ça c'est ainsi que j'établis un thème natal. Maintenant, je pratique beaucoup la révolution solaire, donc qui est un outil prévisionnel sur un an, d'un anniversaire à l'autre, et je la pratique beaucoup parce qu'elle donne de grandes informations et sur la façon d'être de la personne au cours de 12 mois en question, mais aussi sur ce qui peut lui arriver. Donc moi, il y a des astrologues qui vous diront, moi, c'est la personnalité, les prévisions, on ne peut pas faire des prévisions en astrologie. D'autres qui vous diront, non, il n'y a que les prévisions. Moi, c'est un mélange des deux, voilà, et je me sens parfaitement à l'aise tant dans le secteur de la personnalité, de la psyché que dans le domaine prévisionnel. Mais à la révolution solaire, j'ajoute les transits planétaires, qui sont un outil, c'est une très grande facilité les transits, alors que la révolution, on se prend la tête pour la nave. Pour exactement le moment de l'ascendant, l'année. La révolution solaire, je pense que s'il y a il y a des personnes, des astrologues qui refusent que la révolution solaire, qui la réfutent, mais la plupart c'est parce qu'ils ne l'ont pas vraiment travaillé. Mais quand on a appris à la travailler, c'est un outil précieux vraiment sur 12 mois d'un anniversaire à l'autre. Mais en dehors, donc c'est un peu compliqué à analyser, et moi j'ajoute les transits planétaires qui sont là pour bien donner les bons passages ou les moins bons au cours d'une période, et qui eux sont très faciles à utiliser. Presque tout débutant en astrologie, très vite, il peut s'attaquer aux transits planétaires. Voilà, et autrement, bien sûr, il y a les directions. Ah, vous faites aussi ça. Oui. Rudyard le faisait d'ailleurs. Oui, et les directions secondaires, Rudyard y attachait beaucoup d'importance, j'y attache beaucoup d'importance, et les directions secondaires, c'est un outil auquel je suis venue un peu plus tard, mais maintenant, quand je fais le thème d'une personne, que ce soit son thème natal ou sa révolution solaire, pour moi, j'ai toujours sa carte de direction secondaire sous le coude, parce que c'est un aperçu général. Et oui, on n'a pas besoin de consulter les éphémérides. Il suffit d'extrapoler par rapport au thème natal. Oui, mais enfin, c'est un aperçu général qui me montre l'intéressé. C'est comme si je le regardais, c'est comme si je regardais sa vie du sommet d'une montagne, et j'avais un aperçu général, non seulement le moment présent, mais les années avant et les années après. Oui, voilà, c'est assez commode, effectivement. Donc, les directions secondaires. Alors, les symboliques sont d'une extrême simplicité, les primaires plus compliquées. Moi, je suis branchée parce qu'en ce moment, je trouve que les secondaires, enfin, j'en suis parfaitement satisfaite. Oui, l'avantage de la révolution solaire, c'est que quand on voit un thème natal, on ne sait pas très... Enfin, il n'est pas évident immédiatement de savoir quand, si dans le thème, va se manifester au cours de 40-50 ans. Alors que la révolution solaire, tout ce qui finit dans la révolution solaire, ça va être circonscrit dans l'année. Voilà, c'est ça. Donc pour un étudiant, c'est plus facile. La révolution? Non, mais je veux dire, pour interprétation, au niveau prévisionnel, on canalise ce qui est dans le thème de la révolution solaire
à un temps limité. Voilà. Parce que moi, l'autre jour, j'étais dans un petit groupe, alors on faisait une étude de 2 jumeaux, alors quelqu'un dit oui, cette personne-là va avoir tel problème dans sa vie. Mais on sait, cette personne a 60 ans, alors elle va avoir un problème d'argent dans sa vie, elle ne savait pas du tout à quel moment ça se produirait. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas de problème dans sa vie sur toute une longue... Donc si on ne précise pas, c'est des généralités, ça devient des généralités qui ne veulent rien dire. Les transits, qui est le type le plus simple, aident à préciser le moment, la période et le secteur où la personne peut avoir une facilité ou une difficulté. Et la révolution solaire ajoute autre chose, voilà, les directions, finalement, il y a plein d'outils à la disposition de l'astrologue qui lui permettent d'aller très loin. Oui, mais enfin, le problème des transits, l'avantage des révolutions solaires par rapport aux transits, c'est que les transits, au cours d'une vie, il y en a énormément, et que les gens ne savent pas forcément à quel transit se fier. Je veux dire, si vous regardez une personne, lui dites regardez vos transits, mais qu'elle commence à voir quels sont les transits importants. Il faudra donc qu'elle fasse un travail de choix, de sélection des configurations importantes. Non, là À moins que vous... Comment, je sais pas, moi j'ai une maison, par exemple, moi je suis un élève, vous me parlez des transits, je me dis, mais d'accord, comment est-ce que je peux savoir en quelle année il y aura des transits importants? Mais c'est une grande... Comme, il y en a beaucoup. Écoutez. Prenons une carte du ciel. Bon, il se trouve, voilà, prenons la carte du ciel d'Obama, de Barack Obama qui est devant moi. Donc il est né, alors je ne vois pas très bien, c'est écrit en premier, le 4 août 1961 à 19h24 à Honolulu. Il est Lion ascendant Verseau. Oui. Ça, c'est sa carte pénatale au moment de sa naissance. Oui. Enfin, si j'ai la bonne date et si j'ai la bonne heure, parce que je ne suis pas allée contrôler dans son acte de naissance. Bon, c'est donc le moment où, en principe, il a poussé son premier cri, l'air est entré dans les poumons. C'est là le vrai moment de la... Elle est en haut, hein. Oui, d'accord. C'est là le vrai moment de la naissance. Et donc, ça, c'est la carte du ciel quand l'intéressé est né. Mais il est bien certain que les planètes, là que j'ai dans cette carte du ciel, par exemple Mercure, Soleil, Uranus en Lion, Pluton, Mars en Vierge, bon, eh bien, elles ne vont pas rester scotchées dans le ciel à cet emplacement. Non. Alors, chaque planète a son cycle. Et moi, je travaille beaucoup par les cycles des planètes. Et en transit, je me sers surtout des transits des planètes lourdes, des planètes lentes, de Pluton qui n'est plus une planète, mais enfin peu importe, c'est un astre, et de Pluton à Jupiter. Donc il y a Pluton, Neptune, Uranus, Jupiter, Saturne et Jupiter. Et ben, il suffit d'ouvrir les éphémérides. Mais sur toute une vie. Alors là, par exemple, parce que là, actuellement, vous pouvez dire, regardons les transits maintenant. Voilà. Mais on n'aurait pas pu le savoir. Alors, non, ce que je voulais dire, c'est que les transits, on peut les faire pour un moment qu'on considère comme important. Oui, voilà. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, quand on ne sait pas qu'il y a des choses importantes, comment déterminer ces moments importants à l'avance. Comment dire que c'était l'année 2008 qui serait importante pour Obama. Bien sûr, après coup, une fois qu'on sait que c'est cette année-là qui est importante, on voit les transits. Mais il y a tellement de transits au cours de sa vie qui ont pu se produire que vous ne pouvez pas savoir exactement. Les élèves sont perdus si vous leur dites trouvez le transit. Mais par contre, ils peuvent effectivement dresser, regarder le transit du moment. Mais les transits, on les fait surtout pour une période déterminée. Voilà, c'est ça. Donc je disais que c'est pour ça que je les ajoute à la révolution P solaire. C'est ça, solaire. Exactement. La révolution P solaire qui va indiquer une année d'un anniversaire à l'autre de façon globale, secteur par secteur, et les transits planétaires qui vont indiquer au cours de l'année en question les bons passages ou les moins bons dans tel et tel domaine. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'en fait, on choisit à l'avance, on détermine à l'avance en quelque sorte la période qui intéresse,
et à ce moment-là, on regarde ce qui est significatif pour cette période-là. Mais le choix de la période lui-même, il correspond à des besoins, à des circonstances. Les transits des planètes très très lentes, eh bien, sur une large période, on peut néanmoins déterminer, en fonction du thème de la personne, il y a beaucoup de points, beaucoup de planètes. Que telle année, notamment avec Saturne, peut être délicat. Mais c'est pas si facile de faire tout un inventaire. Ah oui, là, sur une longue période, c'est pas difficile, mais disons après, on fera encore choisir, puisqu'on aura inventorié. Ouais. Il faudra choisir, il y a un peu parfois l'embarras du choix. Alors donc, je vais vous poser une question qui me paraît un peu bizarre. Qu'est-ce qu'étudie l'astrologie? Qu'est-ce qu'elle étudie? Quel est son objet? Enfin, elle étudie évidemment la position des astres, mais pour comprendre quoi dans l'humain? Ah, d'accord. Eh bien, déjà, connaître la personnalité, ça c'est important. Sa propre personnalité. Mais en quoi est-ce que ça se distingue du travail du psychologue, par exemple, au niveau de la connaissance de la personnalité? Est-ce que ça doit recouper, ou est-ce que c'est un autre éclairage qui étudie un autre angle de la personnalité? En principe, ça doit recouper, mais c'est un autre angle qui étudie. Ce sont des outils différents. Personnellement, j'avance et je suis convaincue de ce que je dis, que la personnalité, que je voulais dire que l'astrologie permet d'aller beaucoup plus loin. Alors moi, je mets... Et plus vite peut-être, certains diront. Plus vite, tout à fait, plus loin et plus vite. Je la mets au-dessus de tout, de toutes les sciences qui peuvent aider à la connaissance de l'être humain. C'est la science, parce que pour moi c'est une science qui permet d'aller le plus en profondeur et le plus vite. Voilà. Bon, si je prends le cas de la psychanalyse, il faut que la personne qui fait son analyse, il faut qu'elle parle, il faut que, tandis que ça peut prendre des années et des années et des années, bon, c'est un travail productif, mais tandis que l'astrologue, eh bien, par rapport au psychanalyste, du moment qu'il a la carte du ciel de l'intéressé devant lui, il connaît les forces et les faiblesses de l'intéressé, il connaît son moi intime de la façon la plus profonde qui soit. Donc voilà, donc c'est une méthode beaucoup plus directive. En ce qui concerne l'astrologue, bien sûr, il faut que ça soit, il faut que la personne qui vient consulter un astrologue, elle ait le désir de le consulter, mais l'astrologie peut le faire avancer beaucoup plus vite. Donc c'est la connaissance de la personne, des personnes qui nous entourent, savoir comment fonctionne quelqu'un, c'est très 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 important. Et donc, c'est la personnalité, ses forces et ses faiblesses, c'est les potentialités d'une personne, parce que c'est pas par hasard que nous venons sur Terre à un moment donné, alors que les planètes ont telle et telle configuration dans le ciel. C'est parce que, eh bien, on est un petit maillon dans cette longue chaîne humaine, et chacun de nous avons quelque chose, nous sommes là pour quelque chose. Alors pour ceux qui sont branchés sur l'astrologie karmique, et enfin en tout cas pour ceux qui croient à la réincarnation, disons que la carte du ciel est aussi un outil fantastique, donc notamment du fait des nœuds,
de nord et de sud. Bon, moi, je fais de l'astrologie karmique, hein. Je ne voulais pas les signaler, mais j'en fais. Mais je m'en occupe toujours, notamment quand je fais un thème pénatal. Mais si vous voulez, je ne fais pas que ça. Il y a beaucoup d'astrologues karmiques qui ne font que ça et qui quelquefois, pas tous, mais certains peuvent avoir une attitude un peu dramatique, qui peuvent un peu dramatiser les choses. Moi, c'est pas du tout mon cas, peut-être parce que si j'ai bien interprété ma carte du ciel, j'ai pas un lourd karma, mais de toute façon, même quand dans une carte du ciel, le karma apparaît lourd, je pars pas du principe que la personne est là sur Terre parce qu'elle a fait des horreurs dans une vie antérieure et qu'elle est là pour être punie, quelquefois, les épreuves qu'on peut avoir dans une vie, dans notre vie présente, eh bien, peuvent être là tout simplement parce qu'elles sont là pour nous dépasser nous-mêmes et pour arriver, se rapprocher d'un plus grand accomplissement. Oui. Effectivement, c'est vrai que je crois qu'une des raisons pour lesquelles les gens justement sont souvent attirés par cet axe des nœuds, c'est que ça simplifie l'interprétation. Parce que souvent ils sont un petit peu perdus dans le thème natal, et donc l'axe des nœuds leur permet d'avoir le sentiment de pouvoir accéder directement à l'essentiel de l'enjeu de la personne. Parce que souvent il y a quand même ça, et l'astrologie les gens sont parfois en quête d'une certaine simplicité. Mais justement, quand un astrologue débutant, je pense que c'est difficile pour lui de simplifier, justement parce que peut-être il n'a pas assez d'années d'expérience derrière lui. Mais un astrologue beaucoup plus avancé, qui pratique l'astrologie depuis très longtemps, eh bien, il arrive à un stade où il simplifie. Il peut avoir il arrive à résumer son analyse et à la rendre beaucoup plus globale. Oui, sans d'ailleurs que la personne... Justement, est-ce que est-ce que vos clients, vous traduisez en fin de compte l'astrologie dans un langage qui leur est accessible, ou bien éventuellement vous leur donnez quelques repères dans votre façon de raisonner? Je donne toujours que des repères astrologiques. La plupart des personnes qui s'adressent à moi sont branchées sur l'astrologie. Donc par conséquent, les repères ne les dérangent pas du tout. C'est peut-être que mon défaut de trop préciser telle ou telle planète, tel aspect, etc. On a pu me le reprocher, des personnes qui moins branchées sur l'astrologie, mais très vite, elles comprennent. Bon, je ne vais pas me contenter de dire il va vous arriver vous pouvez ressentir ou vivre ceci, cela à tel moment. Moi, j'aime bien dire pourquoi. Ce ne sont pas des choses que j'invente. J'ai pas vu ça dans une boule de cristal. Je ne suis pas voyante. Je suis astrologue. Et l'astrologie, c'est une analyse. C'est l'analyse de la carte du ciel. Par conséquent, tout ce qui est analyse demande des points de référence. Il faut expliquer sans s'embourrer le crâne de la personne avec
avec les aspects, avec les planètes, mais je pense que quand même, il y a un minimum, oui. à dire. Voilà. Oui, mais justement, bon, c'est vrai que malgré tout, comme vous disiez, on parlait de capter ce qui est essentiel dans le thème. Bon, c'est vrai que le client non averti ne peut pas tout à fait suivre. Il veut aussi comprendre en langage simple. En étant simple au niveau du langage, on est parfois, on dissimule des choses qui sont finalement complexes. C'est-à-dire que la complexité du thème peut être présentée sous une forme relativement simple on dit souvent qu'on fait toujours des choix dans l'interprétation. L'astrologue a envie d'interpréter. Parce que l'interprétation peut aller dans tellement de directions que finalement il y a toujours un moment où on a intuitivement envie de parler de ceci plutôt que de cela. Pas moi. Non, Qu'est-ce qui vous amène à commencer par telle chose dans un thème je vous l'ai dit par exemple, quand je vous ai expliqué comment je procède pour le thème prénatal, oui, il y a des phases. Moi, je le procède d'une façon systématique un peu. Je commence par la personnalité, je passe en revue toutes les planètes personnelles, les aspects. Donc déjà, dans mon introduction qui est la personnalité, j'ai vraiment fait allonger en quelque sorte mon consultant sur un divan, mais c'est pas lui qui a parlé, c'est moi qui parle, mais quand j'ai terminé mon intro personnalité, j'arrête le magnétophone parce que j'enregistre tout, et je lui dis maintenant, dites-moi avec quoi vous n'avez pas été d'accord, ou ce que je n'aurais pas dit et que vous auriez pensé que j'aurais dit. Et voilà, et donc, et puis, s'il y a des choses à compléter, je complète, et ainsi de suite. Donc, je ne fais pas le thème au petit bonheur et la chance, je fais le thème d'une façon avec une classification, comme ça je n'oublie rien. Par exemple, quand je suis à la première partie, la vie affective et familiale, je vais passer en revue Vénus, qui n'a pas besoin d'être astrologue pour savoir que c'est la planète des sentiments, le soleil, relation avec les hommes ou le père, la lune, les femmes ou la mère, la maison sainte, la maison du couple, la maison sainte des enfants, etc. Mais tout ça, c'est tout un labyrinthe, et dans la carte du ciel, donc j'ai mon plan, mais c'est aussi la carte du ciel qui me dirige, mais j'ai un plan, donc je ne peux rien oublier, et par conséquent, moi je décrypte, moi je fais un travail d'analyse qui décrypte, et je ne vais pas à tel point ou tel point du thème sans méthode. J'analyse le thème avec des méthodes, et voilà, et je ne cherche pas à le voir d'après des dadas personnels. Bon, voilà, c'est comme ça que je procède. Alors donc justement, vous avez dit que vous interpelliez la personne qui était en face de vous en lui disant qu'est-ce qui aurait éventuellement pu être manqué, ou qu'est-ce qui ne correspond pas. Alors à partir du moment, qu'est-ce que ça vous sert à quoi quand quelle personne vous dit il y a quelque chose qui ne correspond plus? La plupart du temps, elle me dit vous avez tout dit. La plupart du temps, voilà. Et s'il y a un point qu'elle soulève, je le revois. Oui, d'accord. Voilà, je le revois, et puis nous approfondissons. C'est-à-dire que je fais d'abord le travail d'un astrologue en parlant seul, et ensuite il y a le travail d'échange avec la personne qui me consulte. Alors justement, parce qu'elle a son mot à dire. Oui, parce que jusqu'à quel degré de précision peut-on arriver à cerner une personnalité de quelqu'un qu'on ne connaît pas? Justement, c'est l'astrologie. Il n'y a pas
d'outil de travail plus fantastique que l'astrologie. Oui. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à la fac pour étudier des choses très différentes, et de tous les sujets que j'ai étudiés, c'est l'astrologie qui est le plus fantastique. On n'a pas besoin de connaître la personne. Moi, je fais aussi bien des thèmes pour des personnes que je ne connais pas, oui, qui m'ont contacté par téléphone et qui me demandent d'envoyer leur thème à tel endroit, et j'enregistre mon thème, j'envoie la cassette ou le CD, voilà, je ne les connais pas. Et justement, au niveau de la personnalité, l'astrologie, analyse, c'est un moyen d'analyse fantastique. On n'a pas besoin de voir de visu l'intéressé, on n'a pas besoin de connaître, de savoir comment il fonctionne. Le thème le dit au niveau de la personnalité. Alors certes, les prévisions quant à ce qui peut lui arriver, c'est peut-être moins facile. Là, c'est davantage des probabilités. Je suis entièrement d'accord. C'est un peu la météo, hein, la météo qu'on vous fait en vous disant demain, après-demain, il fera soleil, il va pleuvoir. C'est la météo. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, peut-être pas à 100%, hein, mais ça fonctionne bien. Et notamment quand on fait les transits planétaires à quelqu'un, eh bien, il peut vivre tel transit. Il y a plusieurs possibilités que je lui présente, que je lui annonce, voilà. Déjà. Ah, d'accord. Ah oui, moi je. Donc il y a un degré d'indétermination à un certain moment. Pas si vous voulez, indétermination, mais il y a plusieurs, quelquefois, il y a plusieurs possibilités, mais qui toutes peuvent aussi bien que se réaliser. Il y a une polyvalence. Que plutôt, il va vivre ceci ou cela. Oui. Voilà, mais je l'annonce, voilà. Tout est possible comme une seule de ces choses-là. Voilà. Non, la question que je posais, c'était aussi la question du degré de précision. Il est évident qu'un astrologue ne peut pas dépasser un certain degré de précision que pourrait éventuellement atteindre un voyant, je ne sais pas, par exemple. On ne va pas rivaliser, l'astrologue ne va pas rivaliser avec des gens qui ont des flashs de voyance. Je ne vais pas. Ce sont deux domaines qu'on ne mélange pas. Donc il faut quand même limiter un peu le champ de l'astrologie. Si c'est un voyant, si c'est un vrai voyant, puis il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Bon, si c'est un vrai, je ne parle pas d'un voyant, d'abord il ne peut pas voir en permanence. Non. Ah, bon. Et bon, certes, il peut avoir des flashs, voire des choses très précises, mais ce n'est pas une machine en permanence. D'autre part, ce genre de personnes, elles ne courent pas les rues. Et tandis que l'astrologie, et puis souvent, il ne peut pas savoir à quel moment dans le temps, la précision du temps est quelque chose qui peut être très difficile pour lui. Oui. Tandis que l'astrologie, eh bien, a ceci, qu'elle va vous dire de telle période à telle période, vous pouvez avoir une facilité dans tel domaine ou une difficulté dans tel domaine. Oui. Non, mais ce que je voulais dire, c'était, que, comme vous disiez vous-même, vous parliez tout à l'heure du fait qu'à un moment donné, il y a plusieurs solutions qui peuvent se présenter à une personne. De la même façon, il y a peut-être parfois plusieurs façons de vivre son thème. Et donc, par conséquent, là aussi, l'astrologue laisse à un moment donné, il y a une certaine ouverture qui est possible. Il y a toujours une ouverture. Quand une alternative, peut-être. Voilà, quand on fait de l'astrologie comme je la pratique, il y a toujours une
on montre à la personne les possibilités qu'elle a, Oui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire avant que les choses soient faites comment elles se feront, en fait. Enfin, pas dans le total détail, en tout cas. Puisqu'il y a justement plusieurs possibilités qui s'offrent dans la façon de se réaliser et puis de réaliser ou de vivre la situation. Est-ce qu'on sait à l'avance comment la personne va répondre et réagir à ce qui se présente? On le sait à 80%. Oui. Non, c'était pour voir justement quelle était la marge que vous croyez. On le sait à 80%. Et le fait qu'elle soit prévenue à l'avance, ça l'aide à vivre mieux les mauvais passages, à essayer de les affronter, de les dépasser, et ça l'aide aussi à profiter au mieux des bons passages. Alors je voudrais qu'on aborde la dimension de vos méthodes d'enseignement. On a parlé plus de la consultation. Oui. Est-ce qu'il y a... Le travail de l'enseignant n'est pas le même que celui de l'astrologue qui consulte. Il doit exposer des connaissances que le client n'a pas à connaître. Alors, moi, mon enseignement de l'astrologie, je l'ai divisé en 3 cycles principaux. Mmh. Ça, c'est la base essentielle. Mon premier cycle, c'est l'analyse de la personnalité. L'astrologie doit commencer par là. Donc, l'enseignement de l'astrologie doit commencer par là. Par conséquent, je donne à l'élève en astrologie les bases pour analyser quelqu'un. Donc ça, c'est l'objet de mon premier cycle. Il va s'agir de l'étude des planètes en signe et des aspects. Et donc, ils ont à ce moment-là tous les outils pour pouvoir analyser une personnalité. Dans un deuxième cycle, là, il s'agit des potentialités de la carte natale et on étudie surtout le secteur affectif et familial, donc vie personnelle on va dire, et on étudie le secteur socio-professionnel et financier. On voit ces 2 domaines et c'est l'étude des maisons, puisque des maîtrises des maisons, mais il faut déjà très bien posséder avant le premier cycle, l'analyse de la personnalité. Et donc là, dans ce deuxième cycle... Ce sont les maîtrises alors qui sont plus importantes. Ce sont les maisons et les maîtrises. Ah oui, moi je travaille essentiellement avec les maîtrises. Alors excusez-moi de vous interrompre. Les maîtrises, donc c'est-à-dire ça renvoie au domicile et aux exaltations, c'est ça. Les planètes qui sont affectées à tel ou tel signe, qui sont bonnes. Voilà. Enfin, mais la connexion entre les maisons, mettre de telle maison en 5, etc. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez connaître la vie conjugale, on va dire, d'une personne. Eh bien, il faut analyser sa maison 7, le signe qui s'y trouve, qui donne juste une coloration, là où les planètes qui s'y trouvent, mais ce n'est pas obligatoire qu'il y en ait, et ensuite, surtout, et voilà, le maître. Alors, mettons que sa maison 7 soit en Capricorne, mettons. Eh bien, on va chercher Saturne, maître du Capricorne, dans la carte, et Saturne, avec les aspects que cette planète peut entretenir avec les autres planètes du thème, il va y avoir une foule d'indications quand, par exemple, à la maison conjugale. En ce moment, j'ai un exemple, je ne sais pas pourquoi, depuis quelques semaines, il me trotte en tête. C'est un thème que nous avions étudié en cours il y a très longtemps, il y a des années, mais qui était extraordinaire. C'est le thème
de la princesse Soraya, la première femme du Shah d'Iran. Et pour la petite histoire, donc les personnes qui ne sont pas au courant, c'était le grand amour entre le Shah et Soraya, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et lui, il lui fallait un héritier pour le trône, et il a été obligé, le cœur brisé, de la répudier. Et quand on analyse la carte du ciel de Soraya, dans sa maison 7, donc sa vie de couple, bon, maintenant, je ne me souviens plus au juste quelle planète il y avait, il me semble que c'était Uranus, mais peu importe la planète, mais il me semble que c'était Uranus. Si c'est Uranus, elle pouvait déjà donner un climat de divorce, parce que Uranus n'accepte pas tout ce qui est illégal, mais surtout la planète qui se trouvait dans sa maison 7, la maison du couple, presque la chambre à coucher du couple, était le maître de la maison 5, la maison des enfants. Et ce maître de la maison 5, recevant des aspects détestables de Saturne, d'Uranus, il me semble, donc amenant une difficulté à avoir un enfant, et c'est comme s'il y avait eu un berceau vide dans la chambre du couple, et c'est le fait qu'elle n'a pas pu avoir un enfant qui a mené le Shah d'Iran à la et puis qui a changé son destin. Et qui a complètement changé le destin de la princesse Soraya, qui a été, les médias de l'époque disaient, la princesse triste. Oui. On en était où? Voilà, la question, oui, mais vous avez interrompu sur un point qui était la question du contenu de l'enseignement, c'est-à-dire que, par exemple, les élèves, vous leur apprenez que telle planète est en domicile dans tel signe, et on a là un dispositif qui est très ancien, n'est-ce pas? Mais c'est l'astrologie traditionnelle. Oui, c'est ça, mais enfin, voilà. Il y a des choses dans cette astrologie traditionnelle qui sont plus ou moins claires, plus ou moins faciles à expliquer aux élèves. Comment vous leur expliquez les relations qui peuvent exister de façon privilégiée entre une planète et un signe? Du moment que l'on connaît les domiciles, donc de l'émettrice, c'est d'une grande simplicité. Ça, oui, ça c'est le b.a.-ba du début. Non, mais l'explication, pas seulement le dire c'est comme ça. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui justifie l'attribution de telle planète à tel signe? Ça remonte à la tradition astrologique, aux anciens astrologues, mais ensuite... Vous auriez pu être amené à vouloir modifier ou corriger Non, parce que je trouve qu'en pratique, ça correspond bien. Si ça n'avait pas correspondu, si par exemple en prenant la maîtrise, le maître de telle maison, je n'avais pas des indications vraies sur le secteur en question, je l'aurais abandonné. Mais justement, les longues années d'astrologie que j'ai derrière moi, donc m'ont permis de voir que le système fonctionne parfaitement bien. Par contre, vous voyez, bon là, depuis un siècle environ, on a découvert d'autres planètes, et notamment Pluton qui a été découvert en 1930. Pluton, on lui a attribué, il y a encore beaucoup d'astrologues aujourd'hui qui lui attribuent la maîtrise du bélier, sur le bélier en numéro 1 et du scorpion en numéro 2. Pluton, maintenant il y a quand même du recul depuis 1930, et Pluton a maîtrise sur le signe du scorpion. Voilà. Et je considère qu'il est en exaltation en bélier, et non pas que le bélier soit son deuxième ou son premier domicile. Voilà. Donc j'en étais... Donc quand vos élèves vous posent la question sur le pourquoi de ceci ou cela, vous dites, de toute façon, on peut voir que ça fonctionne. C'est ça que vous répondez? Oui, enfin oui.
je peux répondre que cela, c'est une façon un peu simplifiée, oui, c'est ça. Mais je peux répondre que cela, mais ça fonctionne bien, voilà, Oui. Mais excusez-moi d'avoir l'air un petit peu insistant, mais le thème natal est quand même une réalité complexe. Il n'est pas facile d'isoler l'efficience d'un facteur particulier au sein d'un ensemble aussi complexe. Ah, mais justement, d'abord on isole, mais et si on n'isole pas, on ne sait pas qui c'est que c'est ce facteur. Mais l'astrologie telle que je la pratique, je ne me contente pas d'isoler. Bon, il se trouve que telle planète a tel ou tel aspect avec telle autre planète, et moi je fonctionne avec les aspects. Oui. Et donc à ce moment-là, je ne suis pas uniquement sur le secteur en question, sur la planète en question, mais sur toutes les interférences qu'elle a avec les autres domaines. Et j'en arrive à une analyse globale de la carte. Oui, mais alors l'inconvénient, c'est qu'à partir de ce moment-là, il est donc difficile d'apprécier le rôle d'un facteur particulier, puisqu'il est immédiatement connecté avec d'autres facteurs. Bon, écoutez, là, Si l'approche synthétique a ses avantages, mais elle ne peut pas faciliter l'analyse. Je vous ai dit, d'abord, j'analyse un élément en détail, détaché. Ah, et ensuite, je procède à une analyse plus globale. Il y a les deux éléments, mais évidemment, tel que vous le présentez, comme il n'est pas de bon cas pratique, c'est peut-être difficile à comprendre. Non, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'astrologues qui cherchent, bon, je ne veux pas citer des noms, mais je pense à Don Romans ou à Jean-Pierre Nicolas, ou je sais pas, qui avant même de passer au stade de la pratique, cherchent à ce que le système soit cohérent et explicable par lui-même en tant que tel. Oui, alors, c'est pas ma façon de procéder, de poser une théorie et de vouloir absolument que l'astrologie conditionnaliste, c'est pas ma tasse de thé. Oui, non, voilà, je suis franche que je le dis. Non, mais c'est pour vous situer par rapport à... Et je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas la jumelle astrologique, mais mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de différence, de Françoise Hardy. Oui, je la connais bien, Françoise Hardy. Et j'ai 5 heures de... Qui connaît bien, évidemment, Nicolas. Voilà, c'est pourquoi que j'en parle. Nous avons 5 heures de différence, et c'est-à-dire que les planètes sont dans les mêmes signes, il n'y a que la Lune qui a pu varier de 1 à 2 degrés. Bien sûr que les maisons changent, mais c'est très important les maisons. Voilà. Mais... Pas faire un film Ça fait réfléchir, effectivement. Moi aussi, j'ai des... Non. Non, je ne me permettrai pas. Enfin, vous pouvez quand même nous dire quelle est la configuration qui peut avoir déclenché chez des gens qui ont un thème comme le vôtre. Voilà, donc je vous disais que Françoise Hardy, que j'apprécie beaucoup. En tant que chanteuse ou en tant qu'astrologue? En tant que chanteuse. Alors moi, par contre, je chante faux. Ah, c'est une différence. En tant que chanteuse, je l'apprécie. Vous avez une voix intéressante. En tant qu'astrologue aussi, mais j'ai une certaine, alors qu'elle ne me connaît pas, j'ai une certaine tendresse, une affection pour elle, parce que parce qu'on est nés, elle et moi, dans la nuit du 17 au 18 janvier, et on a 5 heures de différence. Et donc, oui, nous sommes nés sous une configuration Mars-Uranus, qui est une conjonction très forte, donc les planètes en conjonction. Et voilà, et Mars qui est un moteur énergétique très fort dans un thème, conjoint à Uranus, ça nous a poussé
elle et moi, alors qu'on avait des formations ou des voies différentes, à passer à l'astrologie. Ça a été un besoin impérieux. Oui. Voilà. À peu près au même moment. Oui, effectivement. Oh, oui, oui, et donc, ce qui a marqué ça, c'est la configuration. Beaucoup. La conjonction Mars-Uranus qui est très forte. Dans le thème de Françoise Hardy, elle est fin 9, je crois, conjoint à son milieu du ciel. Moi, elle est en 8. Et elle reçoit des aspects très importants de sextile à Pluton, Trigone à Neptune. Donc ça a été, je pense, un élément déterminant. Mais après, ce qui expliquerait justement qu'elle a choisi une voie un petit peu différente au niveau astrologique que la vôtre. Bon, elle n'a pas les mêmes besoins les mêmes... Ça, je ne me suis pas penchée sur la question. Peut-être aussi parce qu'elle a rencontré Jean-Pierre Pénicola oui. À un moment où... bon, mais moi, je suis... voilà, je vous ai dit, c'est pas l'astrologie que je pratique. Donc le même thème donc, peut quand même provoquer des comportements très différents. Bien sûr. Mais en tout cas, l'amour de l'astrologie est le même. Oui, même si les voies, si les écoles diffèrent un peu. Alors je vous ai interrompu là dans votre programme de cours. On en était à la deuxième cycle. Voilà, deuxième cycle, donc c'est les potentialités d'une personne dans sa vie personnelle et dans sa vie socio-professionnelle. Et dans un troisième cycle, alors ce sont les prévisions. Dans un troisième cycle, j'apprends à manier les transits planétaires, qui est la méthode la plus simple. Je donne un aperçu quant aux directions. Pour un débutant, les symboliques sont les plus simples. 1 degré par an. 1 degré par an. Mais là encore, comment est-ce qu'on sait ce qu'on doit avant? Quels sont les points qu'il faut faire progresser? Les symboliques, vous pouvez faire progresser tous les points, oui, mais enfin, oui. Il est certain que vous pouvez faire progresser toutes les planètes. Voilà. Et j'entendais par là que les planètes, les symboliques, c'est surtout les planètes. Et les directions secondaires, voilà, moi, actuellement, c'est celles que je privilégie déjà depuis longtemps, qui donnent de très grandes indications, notamment dans le domaine de la santé. Pour moi, en ce moment, les directions secondaires, quant à la santé, bon, je fais beaucoup d'astrologie médicale, c'est un de mes dadas, et bon, évidemment, le thème natal va donner les risques de quelqu'un au cours de sa vie. Moi, je ne m'intéresse pas qu'à la maison 6, qui est la santé. Oui, certes, une planète en 6, quand même, et ses effets peuvent être accentués, mis en relief. Mais pour moi, toutes les planètes au niveau de la santé sont importantes, parce que chaque planète représente un point du corps, un organe. Et donc, les aspects qu'elles reçoivent, c'est surtout en fait les aspects de tension qui peuvent amener une problématique. Oui. Et j'en étais où là? Et donc, oui, j'en étais au thème prénatal. Il va montrer au cours de l'existence les points sensibles, vulnérables. Mais finalement, les planètes, comme je disais tout à l'heure, elles ne sont pas restées scotchées dans le ciel. Et en fonction de leur... elles vont générer leur direction, à un moment donné, elles génèrent quelque chose. Et le thème de direction secondaire qui les a fait évoluer, eh bien, vont montrer que peut-être un point qui n'était pas sensible à la naissance le devient avec le temps. Et ça, c'est très... Bien sûr, il y a les transits et la révolution solaire, mais les directions secondaires actuellement au niveau de la santé m'amènent des informations formidables. Vous faites de la prévision astromédicale, en fait.
Aussi, non. Comme faisaient d'ailleurs les médecins autrefois. Pas Ils- que ils avaient- médical. Non, mais je veux dire mais qu'effectivement, entre autres, vous retrouvez un peu les, Ah, oui, les oui, pratiques oui. des médecins qui voulaient savoir combien de temps allait durer la maladie. Oui, bon, là, je suis prudente. Hein, C'était un peu ce qu'ils faisaient bon, enfin, en tout cas, vous faites votre prévision n'oublie pas l'aspect médical. Je vous ai dit dans le thème natal, il y a une troisième et dernière Voilà, partie qui est la santé. Faut y revenir, oui. Dans ma révolution solaire, je parle de santé si ça se présente, je parle des choses qui se présentent. Et donc, j'en étais à mon troisième cycle d'enseignement. Je présente les directions, je me contente de les présenter, et ensuite mon troisième cycle est axé sur le thème de révolution solaire. Et là, c'est vraiment du travail, parce que le thème de révolution solaire demande une réflexion, une analyse. Voilà, et ça c'est l'objet de mon enseignement du troisième. Alors je voudrais vous poser une question à propos justement du médecin. Le médecin, lui, quand il a un malade, il essaie de le ramener à la norme. C'est-à-dire qu'il a une idée de ce que le malade, de ce qu'un être humain est, et il voit une personne qui ne fonctionne pas normalement, ou dont l'organisme ne fonctionne pas normalement. Il essaye de le guérir. Voilà. Alors, mais il a quand même, enfin disons pour un médecin, tous les êtres humains ont un mode de fonctionnement à peu près identique sur le plan organique. Pas tous, non. Enfin, disons qu'il y a des grandes lignes qui sont quand même à peu près semblables. Et on a l'impression que l'astrologue n'a pas cette démarche-là. Il n'a pas l'idée de ce que c'est qu'un être humain normal, en fait, compte. Chaque individu est particulier. Mais vous parlez de l'astrologie médicale, là Non, justement. J'essaie de montrer que l'astrologue, lui, en astrologie médicale, je pense que vous êtes quand même amené à ramener la personne à peu près à un fonctionnement normal. Qu'est-ce que vous entendez par c'est-à-dire que des organes qui fonctionnent normalement, une digestion qui fonctionne normalement, une respiration. C'est-à-dire quand on a une maladie, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus tout à fait bien. Donc, quand vous êtes astrologue médic, dans l'astrologie médicale, vous ramenez la personne à un fonctionnement normal de sa santé. De la santé d'un être humain normal, qui mange normalement, qui respire normalement, etc. Mais en revanche, en astrologie psychologique, est-ce qu'il y a une notion de norme pour l'astrologue? Ou est-ce que la norme, c'est le thème natal? Enfin, je veux dire, on ne sait pas très bien, c'est une question qu'on se pose, que je vous pose, on ne sait pas très bien quelle est l'idée de... Est-ce que vous avez une idée, par exemple, d'un mode de fonctionnement normal de quelqu'un auquel il faudrait ramener cette personne, qu'elle finisse par se comporter, disons, normalement? Ou est-ce qu'il n'y a pas de norme en astrologie? La norme, est-ce que ça existe vraiment? En médical, chaque individu, il a une personnalité propre, et justement, l'astrologie humaniste vise à ne pas faire de chaque humain, de chaque être, quelqu'un qui correspondent, qui entrent dans des moules, mais justement de voir son individualité, de l'individualiser en quelque sorte. Non, pour moi, il n'y a pas de norme. Tout être humain, bon, certains ont plus de difficultés que d'autres, ont des problèmes personnels intérieurs. C'est ceux que j'analyse, c'est ceux que je... Bon, évidemment, c'est pour l'aider à être mieux en lui, c'est pour l'aider, mais... non, j'aime pas trop le terme d'être normal. Non, mais justement, c'est pour ça que je vous le suggère, que je la mets en avant, parce qu'effectivement, tout à l'heure, si vous avez posé la question, c'est que vous avez justement parlé de la médecine, et qu'en médecine, effectivement,
un médecin ne peut pas dire qu'il n'y a pas de normalité. De toute façon, il a appris à la fac comment fonctionne, etc. Bon, et quand il a un malade, s'il savait, un médecin qui ne connaîtrait pas le fonctionnement normal du corps humain ne pourrait pas travailler. Il pourrait s'intéresser à la maladie de son client, mais il ne saurait pas exactement comment le rétablir. Comment il se rétablir, c'est-à-dire... Bon, mais dans la vie sociale aussi, nous avons quand même des normes. On ne peut pas vivre complètement dans l'individualité. Il y a des phénomènes collectifs, il y a des exigences collectives, il y a des exigences de citoyens. Donc quand même, quelque part, il ne faudrait pas non plus exagérer la marginalisation de l'individu par rapport à ses devoirs sociaux et puis par rapport à ce qu'on attend de lui dans une société. Quand quelqu'un va travailler dans une entreprise, on ne peut pas tolérer n'importe quoi. Il doit entrer dans un moule, voilà. Sur un plan socio-professionnel, mais autrement, c'est un être qui est venu sur Terre pour développer quelque chose, poursuivre son chemin, et là, il peut déroger. Voilà, pour moi, il n'y a pas de normes établies. Mais dans un thème, quand quelqu'un a des problèmes de comportement, ça apparaît. Tout à fait. Donc ça montre bien que l'astrologie met l'accent quand il y a une dissonance, et donc par conséquent, la question de savoir comment on fait, si quelqu'un a une dissonance, quel est le rôle de l'astrologue? Est-ce que c'est d'évacuer cette dissonance, ou de la maîtriser, de la dépasser? De lui expliquer pour qu'il cherche à la maîtriser, pour qu'éventuellement il cherche à la dépasser. Mais ensuite, ce sera un travail personnel, voilà. Voilà, mais toutes les difficultés, quand il y en a dans le thème natal, notamment au niveau de la personnalité, du comportement, elles sont très claires. Elles sont très claires. Et justement, on peut remonter au problème, et c'est peut-être là où ça peut rejoindre la psychanalyse. Eh bien, on peut voir l'origine du problème, essayer de le démontrer. Par exemple, je vais prendre le cas d'une personne qui a un problème avec la nourriture, qui serait anorexique ou boulimique, comme ça arrive et souvent. Il peut y avoir des phases d'anorexie et puis de boulimie. Eh bien, c'est la lune, symbole d'estomac, de nourriture qu'on peut mettre dans l'estomac, qui va renseigner sur tout cela. Il est certain que si la lune a des aspects de tension, notamment avec Saturne, et à plus forte raison s'il y a d'autres planètes, d'autres aspects et problématiques qui s'y ajoutent, donc il est certain que il peut y avoir un risque. Et la Lune ne représente pas que le contenu de l'assiette et que l'estomac. La Lune, c'est la petite enfance. La Lune, c'est la relation à la mère ou à toute autre personne féminine qui s'est occupée de la personne. Oui. Donc, il faut remonter à cela. Et voilà, donc j'aide la personne qui aurait ce genre de problème. C'est en général psychosomatique, en fait. Tout à fait, à essayer de régler un problème avec sa mère. Voilà, donc... le traitement du cancer pourrait être particulièrement favorable dans le domaine de l'astrologie, puisqu'il y a une interaction entre des tensions psychiques. Il peut y avoir une interaction, ça dépend des cancers, il peut y avoir une interaction entre des événements vécus qui ont pu amener un grand stress et un cancer qui se serait déclenché. Il peut y en avoir, mais tous les cancers ne sont pas forcément, je pense, déclenchés par des événements, mais certains. Est-ce que vous êtes intéressé à la question justement, là vous venez de faire un séminaire sur Pluton en Capricorne, c'est valable aussi bien au niveau individuel qu'au collectif, je suppose. Pluton est une planète collective.
C'est une planète qui reste 16 à 20 ans dans un signe, puisque Pluton, son cycle est de 247 et des poussières années, pas tout à fait 248 ans. Donc en moyenne, elle passe 20 ans dans un signe. En Capricorne, elle y passera 16 ans à peu près. Et donc... 6 ans ou 16 ans 16 ans, oui, c'est ça. Et de ce fait, c'est une planète qui... Enfin, je dis planète par facilité, oui, je sais, vous avez expliqué. Elle vient d'être rétrogradée au rang d'astéroïde. Peu importe, c'est un tout petit machin dans le ciel, mais le machin... notamment quand on vit des transits de Pluton, on les ressent. Hein. Et donc, on en était où là à Pluton? Eh bien, oui, vous étiez que ça joue sur le plan collectif. Ah oui, oui, et c'est une planète, comme c'est une planète qui marque une génération, hein, une vingtaine d'années, donc elle représente quelque chose de collectif, un vécu des collectifs. Et le Pluton dans un thème natal, qui soit en Capricorne ou dans un autre signe, de toute façon pour être en Capricorne, ce sera les 16 prochaines années, ou autrement il faut remonter au temps de Catherine de Médicis et ensuite de Napoléon Ier, voilà, pour les références historiques. Et donc, elle véhicule avec elle des éléments collectifs. Et par exemple, Obama, qui vient d'être élu président du pays le plus puissant de la planète, c'est peut-être pas par hasard. Pluton est une planète qui, entre autres, hein, elle ne représente pas que ce que je vais dire, mais entre autres, représente l'Asie, mais pas que l'Asie, l'Afrique, et moi j'ajouterais, mais pas que l'Asie et l'Afrique, enfin bien que c'est surtout et la Chine, mais aussi bien l'Océanie, bref, tous les pays où il y a des personnes de couleur, hein, qu'elles soient asiatiques, qu'elles soient noires, qu'elles soient... Bon. Et donc, Pluton, notamment, véhicule un peu cette image. Et son entrée de Pluton là, d'abord, Pluton a fait une première tentative en janvier 2008 et je crois est resté en Capricorne jusqu'en avril et ensuite a rétrogradé en Sagittaire. Donc pendant tout le temps de la campagne d'Obama, et son entrée en Capricorne, qui est un signe d'ascension, qui est un signe de pouvoir, qui est un signe d'État, qui est un signe d'administration. Il n'y a pas que ça, mais ça a été le petit coup de pouce de l'univers qui a quand même œuvré pour mettre un homme de couleur chef d'État du pays le plus puissant de la planète. Alors je voulais vous demander justement à propos, est-ce que c'est le moment d'entrée de Pluton dans le signe qui est important, ou c'est la durée de son séjour qui est importante? Est-ce que ça vous résonne en termes de phase ou en termes de moment où il y a une énergie particulière qui est déclenchée? Bon, là, moi, bien que je viens de parler de Pluton en Capricorne et que c'était l'objet de mon stage d'hier, et que j'y attache une certaine importance, puisque je vous ai parlé de l'élection d'Obama, j'attache moins d'importance aussi, et ça je vais à l'encontre des astrologues traditionnels, j'attache moins d'importance au signe dans lequel se trouve une planète que à son cycle. Alors, le cycle donc de Pluton, en tout cas en Capricorne, va être d'environ 16 ans, mais ce sont ces relations qu'il va entretenir au cours des 16 prochaines années avec les planètes lourdes. Et ça, les aspects
sont assez impressionnants quand on les regarde. Et donc Pluton, là, va être... bon, je ne vais pas peut-être le citer dans le bon ordre, peu importe, en aspect de tension, de Saturne, d'Uranus, à certains moments de Jupiter, Mars à d'autres moments va y ajouter son grain de sel, et par conséquent, ça montre bien le climat dans lequel nous sommes actuellement, et le climat qui va être le climat des prochaines années. Voilà. Mais restons néanmoins positifs. Mais effectivement, est-ce que, bon, si on voulait parler des aspects, est-ce que vos élèves, bon, comment peut-on, par exemple, j'ai souvent remarqué qu'on distinguait mal certains aspects, par exemple, la conjonction, ce n'est pas l'opposition, par exemple. Alors là, c'est le B.A.B.A. Oui, mais justement, mais actuellement, le problème se pose. Parce qu'actuellement, on n'a pas de conjonction de planètes, on a une opposition. Saturne-Uranus, actuellement. Enfin. Donc actuellement, moi j'étais à un colloque il y a quelques jours à Lyon. Actuellement, on n'a pas de conjonction importante qui se produisent dans le ciel. On a eu une conjonction importante. C'était... J'hésite... Attendez, je vais regarder une carte du ciel. Non, mais peu importe, je ne regarde pas une carte du ciel. Il y a eu une conjonction. Voilà, je voulais pas. Mais et puis en plus, comme je ne connais pas parfaitement les transports en commun, ben c'est pas très compliqué. Mais il faut que je retourne à mon hôtel, que je prenne le métro jusqu'à Saint-Charles. Donc voilà. Donc la conjonction qui... Il y a eu tout récemment une conjonction importante. C'est la conjonction Jupiter-Pluton, oui, qui a eu lieu en fin d'année 2007, en décembre. Et donc elle a été très importante. Et il faut voir toute conjonction, tout cycle entre deux planètes, pas que au moment de la conjonction, ça va conditionner pendant tout le cycle commun aux deux planètes, et ça va passer par des phases importantes de carré et d'opposition. Ça vient confirmer ce que vous disiez, des aspects de Jupiter, l'aspect que Pluton reçoit au cours de son processus. Donc il y a eu déjà la conjonction Jupiter-Pluton, c'était fin Sagittaire en décembre 2007, qui a déjà conditionné une crise excessivement forte. La conjonction a été parfaite en décembre, mais elle était déjà là un peu avant, et ça a correspondu au problème des subprimes aux États-Unis. Et comme Jupiter représente entre autres que les finances, il y a eu avec Pluton le climat d'une crise, notamment au niveau de certaines banques. Il y a eu l'affaire de Jérôme Kerviel dès le mois de janvier, et peu à peu, les banques, et même les plus sûres comme la Caisse d'épargne, ont eu leurs propres problèmes. Il y a eu des problèmes. Donc voilà, donc actuellement il n'y a pas de conjonction. Il n'y en a plus beaucoup en vue. Mais il faut repartir il y a quelques mois de cette conjonction. Elle a mis le feu au poudre. Qui finit par avoir une grande importance, cette conjonction Jupiter-Pluton. Elle a mis le feu au poudre, et malgré que Saturne soit au trigone actuellement, qui pouvait faire espérer une reprise, comme il y a une reprise par moment, mais comme il y a une opposition à Uranus, donc le climat instable. Voilà. Justement, pour terminer, vous ne pensez pas justement que
on est en train quand même un peu de s'organiser, que le monde est en train de s'organiser, il y a des rencontres, il y a des accords. Et ça tient aussi à l'entrée de Pluton en Capricorne. Ça tient aussi parce que le Capricorne est un signe organisé, est un signe et Pluton est un signe qui veut chambouler, et donc ça aide, du moins j'espère, ça va aider à une remise à plat de certains processus. Donc là, le signe est quand même, le signe est important là, par exemple. Est important, mais les aspects planétaires encore plus, que ce soit les conjonctions, les carrés, les oppositions, et même si actuellement il n'y a pas de conjonction importante là actuellement, les prochaines années, les aspects super importants, notamment jusqu'en 2010, 2011, oh là 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 là, mais restons positifs. D'accord, merci beaucoup Dan Dassol. Merci à vous.